Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Synology et ZXL Networks dédié à la construction d'un réseau de vidéoprotection cohérent, donc avec l'ensemble de l'écosystème qui va de la caméra, idéalement la caméra Synology, jusqu'au réseau, bien sûr, porté par ZXL. Je suis Ivan Lebowski de Synology, je suis en charge de l'équipe commerciale pour la France et l'Afrique, et je suis aujourd'hui avec Pierre-Emmanuel. Je te laisse te présenter, Pierre-Emmanuel. Bonjour, Pierre-Emmanuel Vincent, je suis ingénieur avant-vente pour ZXL Network en France. Et merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Alors, on va parler de pas mal de choses pendant ce webinaire, mais surtout, on va parler de vidéoprotection. Alors, la vidéoprotection, c'est un sujet, je pense, qui vous intéresse tous. Surtout l'actualité autour de la vidéoprotection est quand même, on va dire, assez mouvementée. On l'a vu en 2025, il y a eu beaucoup de faits divers qui ont fait l'actualité nationale et internationale. Bien sûr, on pense tous au cambriolage du musée du Louvre. Mais même avant ça, il y avait déjà eu un cambriolage au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Donc, c'est des sujets qui sont très importants. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui nous posent des questions sur la vidéoprotection. Est-ce que j'en ai besoin? Comment est-ce que je le mets en place? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Donc, il y a quand même aujourd'hui une vraie prise de conscience du monde professionnel sur la vidéoprotection. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle est très importante parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'incidents sur le monde B2B, le monde professionnel, avec en moyenne 74 000 effractions dans des locaux professionnels, c'est en 2024, un chiffre qui est d'autant plus en hausse de 14%. Donc bien sûr, c'est un danger pour les entreprises, si vous êtes une PME, une TPE, voire même un micro-auto-entrepreneur, pardon. Aujourd'hui, il y a 202 incidents, 202 effractions dans les locaux chaque jour en France. Donc ça représente quand même beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir de système justement pour se protéger contre ce genre d'événement. D'autant plus que, pour une entreprise, le coût moyen d'un cambriolage, c'est 10 000 euros. Donc un chiffre qui, pour certaines grandes entreprises, peut paraître risible, mais pour une PME, 10 000 euros, ça représente parfois une somme très importante, voire même une très grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel. Donc il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir se protéger, d'une part pour empêcher ces effractions, d'autre part également pour des raisons légales, pour pouvoir prouver qu'il y a une effraction, le moyen qui a été utilisé, ou faire une demande auprès de son assurance. Donc aujourd'hui, déployer un système de vidéoprotection, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut faire en plus, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour la majorité des entreprises. Alors comment faire? Bien sûr, c'est la question à laquelle on va pouvoir répondre aujourd'hui. Alors pour vous accompagner, nous avons bien évidemment aujourd'hui Synology que je représente, donc leader sur la partie du stockage, et ZXL Networks que représente Pierre-Emmanuel. Donc on va juste présenter chacun rapidement un petit peu les deux entreprises pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les deux côtés, en commençant par Synology. J'imagine qu'il y a quand même des gens qui nous connaissent. Synology, aujourd'hui, c'est plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des données. On est leader sur le marché du NAS, donc du serveur de stockage en réseau. Et quelque chose que pas tout le monde forcément sait, on fait aussi des solutions de vidéoprotection. Alors, ça fait quelques temps d'ailleurs qu'on en fait, puisque depuis 2009, on a lancé Surveillance Station. Depuis 2009, on propose intégrer à l'ensemble de nos NAS une solution de vidéoprotection qui s'appelle Surveillance Station. Donc, Surveillance Station va vous permettre de connecter des caméras IP à votre NAS, de récupérer les enregistrements, de les visualiser, de recevoir des alertes, etc. On verra plus en détail les fonctionnalités dans le reste de la présentation. Et aujourd'hui, Synology, c'est de la vidéoprotection, mais c'est quand même quelque chose qui est assez reconnu. Aujourd'hui, on a dans le monde plus de 2 millions de caméras qui sont gérées par Surveillance Station et plus de 500 000 sites d'entreprises protégés. Donc, on propose vraiment une gamme complète qui va venir répondre à l'ensemble des besoins des entreprises. Ça va sur la partie caméra, donc avec l'installation de caméras IP intégrées, des enregistreurs vidéo, donc intégrés dans nos NAS, un logiciel VMS, Surveillance Station, qui va nous permettre de gérer l'ensemble de nos paramètres de vidéoprotection. Et on propose même de l'analyse via l'IA pour détecter certaines choses, par exemple une plaque d'immatriculation, une intrusion, reconnaître un visage. Donc ces solutions-là, bien sûr, elles vous permettent de créer un écosystème complet de vidéoprotection. La seule chose aujourd'hui que Synology ne fait pas sur la partie vidéoprotection, c'est toute la partie réseau. Alors, heureusement, on a aujourd'hui ZXL qui est là pour nous parler un petit peu de cette partie-là. Donc, je te laisse, Pierre-Emmanuel, présenter un peu ZXL. Merci, Ivan. Alors, ZXL, première chose à dire, c'est que
on a plus de 35 ans d'existence aujourd'hui. 35 ans, ça nous ramène, si on fait le calcul, à 1991. Je pense qu'on n'était pas nombreux à parler d'Internet en 1991. On est on est présent, on va dire, dans plus de 250 pays dans le monde aujourd'hui au niveau de la distribution. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'équipements déployés par Zixel. Alors, Zixel Networks fait partie d'un groupe, qui est le groupe Zixel en général. Ce groupe, il n'est pas composé uniquement de Zixel Networks. On a également Zixel Communication qui s'occupe plus spécialement, on va dire, des produits opérateurs. Zixel est également un véritable industriel. Donc toute la partie conception des produits et fabrication, c'est fait par une entité qui s'appelle Mitrastar. Et à côté de ça, on a aussi Ardomus qui s'occupe des intégrations IoT et Black Cat qui est une société de cyberdéfense et qui va nous apporter énormément d'expérience dans ce domaine. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. On va à présent parler un petit peu de l'écosystème Synology. D'ailleurs, je précise pour ceux qui nous rejoignent, vous avez la possibilité de poser des questions. On a un module de questions intégré, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions pendant la présentation. On essaiera d'y répondre soit sur le coup, si c'est possible, soit sinon à la fin de la présentation. On aura également une session de Q&A, donc de questions-réponses, où on pourra répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez. Donc, on va parler un petit peu maintenant en détail de l'écosystème Synology. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écosystème? Eh bien, c'est l'ensemble de la solution de vidéoprotection qui va, comme j'ai dit, de la caméra, qui va passer par le réseau, grâce au switch PO XL, qui va arriver sur Surveillance Station, donc qui est notre solution de vidéoprotection, et à laquelle les agents ou les utilisateurs pourront accéder via un portail web, via un PC ou via même une application mobile. Donc, très intéressant d'avoir l'ensemble de ces moyens de se connecter à sa plateforme de surveillance. Dans cet écosystème de vidéoprotection, on va retrouver différents composants, bien sûr. La première chose que je souhaite préciser, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les NAS Synology, c'est que l'ensemble de nos NAS, qui sont des serveurs de stockage, peuvent aussi faire de la vidéoprotection, puisque nous avons Surveillance Station, notre VMS, donc Video Management Software, qui va du coup être intégré sur l'ensemble de nos produits. Vous avez simplement à installer Surveillance Station sur votre NAS pour pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités. Donc, si vous avez un NAS déjà en production qui s'occupe du stockage, de la sauvegarde, par exemple, vous pouvez également rajouter à ces cas d'utilisation la vidéoprotection. Et on propose bien sûr une gamme très large en fonction des besoins, on le verra un peu plus tard. Et à cette gamme de NAS, on va rajouter bien sûr notre propre gamme de caméras. Donc, si vous connaissez un peu Synology, vous savez qu'on a aujourd'hui plus de 8000 caméras compatibles. Donc, on est compatible avec énormément de marques sur les caméras tierces, Axis, Hikvision, Dahua, Hanwha, Bobotix, etc. Mais on propose également depuis quelque temps nos propres caméras Synology qui ont l'avantage d'être complètement intégrées dans l'ensemble de notre écosystème. Ces caméras pourront être pilotées avec Surveillance Station, donc notre VMS, qui va proposer une fonctionnalité de lecture fluide. On va également stocker, bien sûr, l'ensemble des enregistrements des caméras directement sur une NAS. On est ici sur un schéma de licence permanente. Donc, c'est très simple. Une caméra égale une licence. Le coût d'une licence, c'est environ une cinquantaine d'euros. Donc, on n'est pas sur des frais récurrents. On va devoir payer tous les mois un abonnement. On peut également gérer tout ce qui est règles d'action, donc avec la possibilité de déclencher différentes actions en fonction de ce qui est détecté par les caméras, et bien sûr la possibilité de faire de la gestion centralisée. Bien sûr, aujourd'hui, le terme qui est un peu sur toutes les bouches, toute la partie IA. Donc chez Synology, on pense que l'IA, c'est quelque chose d'important. Après, il faut savoir exactement où le mettre. Le but, ce n'est pas d'en mettre à des endroits où ça n'a pas de sens. Lorsqu'on parle de fonctionnalité IA en termes de vidéoprotection, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir mieux détecter certains événements. Et ça, grâce à notre gamme DVA, donc Video Analytics, on est capable de reconnaître certains types d'événements, comme par exemple des visages, de compter des personnes qui passent une certaine ligne, de détecter une intrusion dans un lieu spécifique, ou de lire, par exemple, une plaque d'immatriculation pour activer une barrière ou envoyer une alerte. L'intérêt, c'est de fournir ces fonctionnalités IA à l'ensemble des gens qui vont utiliser soit nos caméras, soit nos modèles de la gamme DVA, sans aucun frais supplémentaire. Alors, j'ai parlé un petit peu de Surveillance Station, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas non plus quelque chose qui est foncièrement révolutionnaire, mais on a voulu créer une interface qui soit fluide, qui soit efficace et qui soit très simple à manipuler. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interfaces de vidéoprotection dans lesquelles
pas toujours très claires, interfaces qui sont parfois un peu vieillottes en termes de design. Donc, on a voulu faire quelque chose qui soit justement très facile à prendre en main, même pour les gens qui n'ont pas forcément justement d'expérience en vidéoprotection. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement très facilement rajouter des caméras, les déplacer sur l'interface de visualisation. On peut revenir dans le temps. Si on veut revenir, par exemple, il y a 2 minutes, j'ai une petite ligne de temps chronologique qui est disponible en bas. Donc, je peux cliquer dessus pour revenir sur l'ensemble des caméras ou sur une caméra spécifique à 2, 3 minutes, 1 heure, 24 heures. Donc, je peux très facilement gérer l'ensemble de mes caméras via cette vue centralisée. Et bien sûr, on a la possibilité de connecter différents messages d'alerte sur Surveillance Station. Donc, on peut recevoir automatiquement une notification lorsqu'un événement va se passer sur une caméra, avec la possibilité de zoomer spécifiquement sur une caméra. On intègre même la gestion des cartes, donc très intéressant pour les gens qui sont sur du multisite, donc avec différents endroits. On va pouvoir très facilement avoir différentes caméras et récupérer différentes notifications en fonction des différents endroits pour que l'opérateur qui va surveiller justement ces caméras puisse se focaliser sur le lieu sur lequel il a besoin de se focaliser. Alors, je l'avais mentionné, on a l'avantage chez Synology de pouvoir adresser une panoplie de clients qui est très large. Il y a probablement beaucoup d'entre vous qui ont peut-être même un NAS chez eux à la maison, qui utilisent pour ses besoins personnels. Je sais que c'est le cas de Pierre-Emmanuel, hein. Il a un NAS Synology chez lui pour la vidéoprotection. Donc, on peut venir adresser vraiment du particulier, mais on peut également aller beaucoup plus loin. Puisqu'avec aujourd'hui un modèle comme le DS925 Plus, qui est un de nos best-sellers, on peut aller faire jusqu'à 25 caméras gérées via Surveillance Station, donc ce qui est quand même suffisant pour la majorité des petites entreprises. Et on peut monter aujourd'hui avec plus de 600 caméras sur un seul NAS. Donc, ça permet quand même de faire des infrastructures à taille assez intéressante. Et bien sûr, comme on l'a dit, même si Synology propose ses propres caméras, on garantit quand même une compatibilité très large avec l'ensemble des caméras du marché. Donc, on a testé et validé plus de 8800 caméras compatibles, caméras tierces. Et on est également, bien sûr, compatible avec toutes les caméras qui sont sur le profil S du standard OnVIF. Et on prend également en charge le RTSP, RTMP et SRTP, donc l'ensemble des protocoles de streaming sécurisés. Donc, si vous avez une caméra qui prend en charge l'OnVIF ou la diffusion via ces protocoles-là, on pourra l'intégrer sans aucun souci dans Surveillance Station. Alors, je vois une question de Pierre Lagrange qui demande est-ce qu'il y a des astuces pour intégrer des caméras qui ne supportent pas ces protocoles? Alors, en général, aujourd'hui, la majorité des caméras vont prendre en charge les protocoles OnVIF. Il est très rare de trouver des caméras qui ne le prennent pas en charge. Ce sont généralement des caméras qui viennent d'écosystèmes qui sont fermés, qui ne souhaitent pas ouvrir l'utilisation de la caméra. Mais aujourd'hui, si on achète une caméra de vidéosurveillance IP standard, il y a de manière générale 95% de chances qu'elle soit compatible avec Surveillance Station. On vous recommande bien sûr toujours de vérifier si elle est prise en charge officiellement et sinon, est-ce qu'elle est compatible avec la partie OnVIF. Je parlais aussi de la partie IA. C'est quelque chose qui est très important pour nous parce que le but de l'IA dans la vidéoprotection, c'est de réduire le besoin d'avoir une personne derrière l'écran. Donc, le but, ce n'est pas de remplacer complètement l'humain. Beaucoup de gens qui partent un peu sur cette piste-là. Nous, ce qu'on veut chez Synology, c'est faire en sorte qu'on puisse très facilement identifier un ou plusieurs événements critiques et les remonter de manière efficace et rapide. Donc, pour ça, on a préparé plusieurs fonctionnalités qui vont être disponibles sur notre gamme DVA et sur certaines caméras. Ça peut être, par exemple, la reconnaissance du visage. Alors, un peu compliqué niveau légal en France, on le propose, après ça reste à chacun de le déployer de manière bien sûr respectant la loi. En revanche, la détection de personnes et de véhicules est quelque chose qui est très utilisé, notamment par les entreprises qui ont des endroits qui doivent filmer où il peut y avoir à la fois des personnes à pied ou des personnes en voiture. Typiquement, par exemple, on travaille avec des autoroutes. Sur une autoroute, si on veut faire de la vidéoprotection, qui est une voiture, ça me paraît un peu normal. Par contre, si on détecte une personne à pied sur une autoroute, là, forcément, il doit y avoir une alarme, il doit y avoir une action qui va être effectuée. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, on peut faire la distinction entre les personnes et les véhicules. On propose également de faire de la reconnaissance de plaques d'immatriculation, donc très appréciée par tout ce qui est parking, donc solution où on peut lever une barrière en fonction d'une plaque qui est reconnue. On propose de détection d'intrusion, qui va détecter le franchissement spécifique d'une ligne. Donc, ce n'est pas juste une détection de mouvement, il faut vraiment qu'il y ait le franchissement d'un endroit spécifique, d'une ligne spécifique pour déclencher une alerte. Et on propose également, très intéressant pour les magasins, le comptage de personnes, donc qui permet de savoir quelle est la fréquentation d'un lieu, savoir combien de personnes entrent, combien de personnes sortent, à quelle fréquence combien de temps les gens vont passer, à quelle fréquence ils vont rentrer et sortir. Donc, très intéressant pour une boutique qui veut, par exemple, évaluer l'efficacité d'une action promotionnelle.
Et on veut bien sûr étendre ces fonctionnalités. On a prévu en 2026 de nouvelles fonctionnalités comme la détection de fumée. Alors, qui peut paraître pas forcément très intéressant, puisque en général, là où on a des risques de feu, on a aussi souvent au plafond les détecteurs de fumée, sauf une caméra peut détecter la fumée avant même qu'elle n'arrive à toucher un capteur. Donc, ça permet encore plus rapidement de détecter un risque de feu et de prévenir potentiellement les pompiers ou le personnel de sécurité. La détection des équipements de sécurité, une fonctionnalité qui est très demandée dans tout ce qui est chantier. Vérifier donc que les gens portent bien un casque ou une veste de sécurité. Le floutage vidéo, donc la possibilité d'anonymiser automatiquement et de flouter les personnes et leurs visages, très intéressant pour les caméras en espace public. Et on va également proposer d'autres fonctionnalités d'analyse de comportementale avancée. Je vois une question d'Eric qui demande si les fonctionnalités sont disponibles sur Surveillance Station. Alors oui et non. Ces fonctionnalités peuvent être disponibles soit sur les produits de la gamme DVA qu'on a présenté précédemment, qui sont juste là. Donc on a le DVA 1622 qu'on verra en détail un peu plus tard, ou également sur certaines caméras Synology. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on sera très heureux de vous accompagner là-dessus. On parlait d'ailleurs des caméras Synology. Voici une présentation rapide aujourd'hui de l'ensemble de notre gamme, qui n'est pas très étendue, mais qui va vraiment se focaliser sur le cœur de cible, qui va être la PME. Donc, on a les BC500 et TC500, donc qui sont les caméras au format boulette et tourette, assez standard, donc 5 mégapixels, 30 images par seconde, 110 degrés de field of view, certifié IP67 contre la pluie, et la TC500, donc qui est le modèle que vous pouvez voir en dessous, et même certifié IK10 contre le vandalisme. Elles ont de la vision nocturne jusqu'à 30 mètres, donc pour pouvoir continuer à surveiller la nuit, et offrent des fonctionnalités IA intégrées. Donc, si vous avez ces caméras avec un NAS standard, vous pourrez quand même faire la détection de personnes et de véhicules, le comptage de personnes et la détection d'intrusion sans aucun frais supplémentaire. Nous avons également notre dernière sortie qui est la BC800Z, qui est un modèle très intéressant puisqu'il va aller un peu plus loin en termes de performance. On est ici sur une caméra 8 mégapixels, donc 4K, 30 images par seconde, et avec un zoom parifocal motorisé x2. Donc on a la possibilité de zoomer directement avec la caméra pour pouvoir notamment regarder une plaque d'immatriculation. Elle est également certifiée contre la pluie IP67 et IK10 contre le vandalisme et propose à la fois une LED infrarouge pour les visions nocturnes et une LED blanche, donc à 31 mètres, qui permet du coup d'avoir les visions nocturnes, mais en couleur. Et comme je l'ai mentionné, une des fonctionnalités IA intégrées qui va la séparer des autres caméras, c'est la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Donc la BC800Z est capable directement de récupérer le numéro d'une plaque, de la stocker et la transférer à Surveillance Station pour pouvoir du coup ensuite effectuer différentes actions. On a également la partie CC400W, donc c'est une caméra qui est une caméra Wi-Fi, donc plutôt destination des particuliers ou des petites entreprises. Très intéressant dans les petites boutiques, notamment en retail, qui ont besoin de quelque chose qui peut être déployé assez facilement. Donc on est sur du 4 mégapixels, donc quand même très intéressant en termes de résolution, 30 images par seconde, un field of view, donc un point de vue très très large de 125 degrés. Et comparativement donc, aux autres caméras, celle-ci propose une connexion Wi-Fi. Donc pas besoin d'avoir à tirer un câble Ethernet, ce qui peut parfois être compliqué dans certains cas. On peut directement la connecter au Wi-Fi de son entreprise. Elle propose également l'audio bidirectionnel. Donc on peut, grâce au haut-parleur et au micro, échanger avec une personne, donc soit pour lancer une alerte, pour envoyer des bruits qui sont déjà intégrés, une sirène, quelqu'un qui parle, ou on peut directement échanger. Par exemple, si on a un livreur et qu'on souhaite lui donner des informations, on peut échanger directement via la caméra. Elle propose également les mêmes fonctionnalités IA que la BC500 et la TC500, donc détecter des personnes, des véhicules, des personnes et la partie détection d'intrusion. Donc voilà un petit peu les caméras qu'on propose. Alors je vois quelques questions sur les caméras, notamment une personne qui me demande pourquoi la BC500 est si chère comparée à du Dahua. Alors attention, parce que la caméra BC500 inclut automatiquement une licence de caméra Surveillance Station. Donc vous n'aurez pas besoin en fait d'acheter de licence supplémentaire par caméra lorsque vous utilisez les caméras Synology. Donc en considérant que la licence elle-même coûte une cinquantaine d'euros, en fait si vous regardez le prix de cette caméra-là, il faudrait retirer 50 euros pour la comparer à une autre caméra qui, elle, aura besoin d'une licence tierce. Après, de manière générale, notre focus chez Synology, ce n'est pas forcément de proposer le prix le plus bas. Ça, il y a des gens qui le font. Nous, on veut vraiment proposer des fonctionnalités qui soient utiles pour l'ensemble de nos clients. Une question de Joanne qui demande pourquoi les caméras sont blanches. Alors oui, effectivement, elles sont toutes blanches. On a eu des personnes qui sont demandé des caméras d'autres couleurs. Aujourd'hui, on préfère se focaliser sur le blanc parce que c'est
couleur la plus standard. Après, voilà, si vous pensez qu'on devrait fournir d'autres couleurs, n'hésitez pas à nous faire ce type de suggestions. Je vais parler un petit peu de la gamme DVR. Donc, comme on l'a vu, on a des fonctionnalités IA qui sont intégrées directement sur les caméras, donc qui peuvent être utilisées avec n'importe quelle NAS Synology tant qu'on a les caméras qui sont déployées. Mais on propose également le DVA 1622. Alors, l'intérêt du DVA, c'est qu'au lieu de faire les tâches d'IA sur les caméras, elles vont être faites directement sur le NAS, donc sur le modèle DVA 1622. L'intérêt, c'est que même avec une caméra qui n'a aucune fonctionnalité IA, vous allez quand même pouvoir récupérer des fonctionnalités IA puisqu'elles vont être faites localement sur le DVA 1622. Donc, c'est vraiment un produit qui est dédié à la vidéoprotection. On peut prendre en charge jusqu'à 16 flux de caméra et on a même intégré un port HDMI à l'arrière qui va pouvoir du coup permettre de brancher un écran ainsi qu'un clavier et une souris pour pouvoir en fait s'en servir comme d'un poste de visualisation. Donc, même pas besoin d'avoir un PC qui va se connecter au NAS. On peut directement connecter l'ensemble des périphériques au DVA sans avoir besoin de clients supplémentaires. Chose très importante, chez Synology, on pense que c'est quelque chose de très important de pouvoir garantir que lorsqu'on va faire de l'analyse vidéo avancée, tout reste sur site. Donc, il n'y a rien qui va sortir auprès d'un cloud. L'ensemble de vos données, de vos flux de vidéo va rester en local et on va analyser ça directement sur le DVA 1622 en local sans envoyer aucun enregistrement à l'extérieur. Donc, vous conservez vraiment 100% de possession de vos données. On va pouvoir faire jusqu'à 2 flux d'analyse IA grâce à ce modèle-là. On aura dans le futur des modèles plus puissants qui vont également sortir pour les gens qui ont plus de besoins. Et l'intérêt de ces modèles-là, c'est qu'on va aussi avoir plus de licences de caméras, puisque sur le DVA 1622, on a 8 licences de caméras gratuites qui sont intégrées. Donc, vous pouvez déployer 8 caméras tierces sans aucun surcoût. Donc, c'est vraiment un produit très intéressant pour les TPE et les PME qui recherchent une solution tout en un pour gérer l'ensemble de leurs solutions de vidéoprotection. Et bien sûr, comme sur l'ensemble de nos produits, vous pouvez personnaliser votre stockage, puisque vous pouvez commencer avec 2 disques durs de 4 Tera. Vous pouvez aller aujourd'hui jusqu'à 24 Tera sur ce produit-là. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser le stockage dont vous avez besoin en fonction des paramètres de vos caméras. Je présente rapidement quelques fonctionnalités qu'on a mentionnées. La partie, bien sûr, détection de visage. On peut détecter un visage et décider si c'est une personne qui est bloquée, si c'est une personne qui est VIP, et envoyer une alerte en fonction de chaque cas. On peut compter, du coup, les personnes. Donc, on peut voir ici sur l'écran en haut à droite que lorsqu'une personne entre, on va compter une entrée. Lorsqu'une personne sort, on va compter une sortie. On a en bas à gauche la détection d'intrusion. Donc, on voit que la personne va être détectée uniquement au moment où elle traverse la ligne qu'on a définie, qui est au niveau de la barrière ici. Elle ne va pas être détectée quand elle marche autour de cette zone-là. Et enfin, la dernière, celle en bas à droite, qui va permettre de faire la détection entre une personne ou un véhicule, très intéressant pour les parkings, pour les autoroutes, pour les gens qui ont besoin de vérifier si la présence d'une voiture ou d'une personne est nécessaire. Bien sûr, lorsqu'on est une entreprise avec plusieurs sites, il est aussi important de pouvoir gérer de manière centrale l'ensemble de son système de vidéoprotection. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui avec CMS. Donc CMS, c'est Central Management System. C'est notre solution de centralisation de plusieurs NAS. Donc vous avez la possibilité de mettre différents NAS sur différents sites en cluster et d'avoir un NAS local qui va du coup être sur le siège et qui va récupérer l'ensemble des flux de manière centralisée. Donc, c'est une manière très intéressante pour les entreprises qui ont plusieurs sites à protéger et qui veulent garantir que tout soit géré centralement auprès de leur siège, par exemple. Et très intéressant, on a une étude de cas sur ce type de besoin qui est avec QPark. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas QPark, c'est le numéro 2 du parking en Europe. Donc, ils ont aujourd'hui plusieurs centaines de sites en Europe. Et bien sûr, parking, il faut également pouvoir le protéger. Donc, ils ont fait appel à Synology pour justement faire un déploiement multisite. Donc, aujourd'hui, on a plus de 70 sites QPark qui sont protégés par Synology. Donc, il va y avoir sur chaque site un NAS Synology et des caméras. Ils avaient dans certains cas déjà des caméras tierces qui étaient installées, donc ils ont pu les conserver grâce à la compatibilité de Surveillance Station. Et pour les sites qu'ils devaient équiper, ils ont choisi bien sûr les caméras Synology avec la BC500. Et ensuite, l'ensemble de ces sites va pouvoir centraliser l'ensemble des enregistrements, l'ensemble des flux sur le CMS, donc le Central Management System. Donc, on va avoir dans leur siège un NAS, en l'occurrence 2 NAS d'ailleurs en haute disponibilité, qui vont pouvoir récupérer l'ensemble des enregistrements. Et ils vont avoir des opérateurs qui vont pouvoir se connecter à ce NAS-là et avec une seule interface, surveiller l'ensemble de leurs 70 sites pour pouvoir prendre une action, notamment en cas de problème. L'intérêt, c'est qu'on a pu leur offrir quelque chose qui est très flexible,
qui est centralisé et qui fonctionne très bien, à un coût qui est bien souvent inférieur à ce qu'on peut retrouver chez d'autres concurrents. Alors bien sûr, hein, l'aspect de centralisation, c'est quelque chose de très important. Et je laisse maintenant Pierre-Emmanuel nous parler aussi de la partie, bien sûr, réseau, donc comment centraliser l'ensemble de ces appareils réseau et garantir que son écosystème de vidéoprotection fonctionne bien également sous cette partie-là. Tout à fait, je te remercie. Oui, parce que une des problématiques que vous allez avoir si vous déployez de la vidéoprotection, eh ben, c'est que, on va dire, toutes les parties du réseau vont être importantes. Alors, on propose un certain nombre d'équipements. En premier lieu, vous voyez des points d'accès Wi-Fi. Hein. Aujourd'hui, on va trouver essentiellement des points d'accès Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7. On a également toute une série de produits de switch. Hein. D'ailleurs, on s'arrêtera tout à l'heure sur des produits très spécifiques justement au déploiement de vidéoprotection. On propose également dans la gamme des équipements qui sont des firewalls. Alors, les firewalls, ça va être le cœur de la sécurité. Pareil, je vais vous en parler un petit peu. Et on a également toute une série de produits qui sont dédiés à la connectivité LTE, on va dire 4G, 5G. Et ici, ce sont des produits que vous allez plutôt utiliser pour faire des backups de connexion, surtout si vous êtes multisite. Hein. Bien sûr, en vidéoprotection, on évite au maximum de perdre de la donnée. Ça, c'est quelque chose qu'on va assurer, on va dire, de bout en bout de la chaîne des équipements réseau. Et au niveau de la connexion Internet, ces produits-là peuvent assurer un backup en cas de coupure, par exemple, du lien de l'accès Internet principal. Non, je n'arrive pas. Si, c'est bon. Tous nos équipements aujourd'hui ont deux modes de fonctionnement, hein, un mode on-premise ou un mode piloté dans le cloud via une solution qu'on appelle Nebula. Nebula, c'est une solution qu'on dit SDN, hein, Software Defined Network, et c'est une solution qui va vous permettre de regrouper tous les sites de tous vos clients et d'avoir une gestion centralisée de toutes vos installations. Alors, l'avantage d'une solution SDN, hein, c'est que vous n'aurez pas que la configuration, hein, bien sûr, vous allez avoir tous les systèmes de remontée d'alerte, de supervision de vos réseaux. La solution Nebula, aujourd'hui, elle est compatible avec tous les équipements de la gamme XL. Vous allez avoir des fonctionnalités qui vous permettent, par exemple, de voir complètement l'état de votre réseau, hein, comme vous pouvez voir sur cette présentation. Vous aurez toute la topologie qui va apparaître, vous aurez des informations sur les clients, sur les switches, les points d'accès, sur l'occupation, sur l'usage du réseau, et vous pourrez prendre des actions directement. Hein. D'ailleurs, le système, on intègre également certains outils d'aide, on va dire, au débogage, notamment via de l'IA également, qui vous donne un état de votre réseau, de tous les réseaux pilotés de manière très simple. Chose importante, hein, c'est qu'aujourd'hui, tous les équipements en XL, hein, que ce soit les points d'accès, les switches, les routeurs, sont pilotables aujourd'hui dans Nebula. Et notre programme partenaire aujourd'hui est orienté sur le nombre d'équipements que vous avez enregistrés dans la plateforme Nebula. Alors, un petit mot sur la sécurité, hein, bien sûr, hein, quand on parle de plateforme cloud, la donnée utilisateur ne passe pas par le cloud. Hein. Il n'y a que les informations de configuration et de supervision, hein, qui sont transmises entre les équipements et la solution cloud. Et notre programme partenaire, si vous êtes intéressé, est entièrement basé sur le nombre d'équipements que vous avez d'enregistrés dans notre plateforme Nebula. Sous-entendu, vous ne pouvez que progresser dans le programme partenaire, hein, puisqu'il n'est pas indexé sur un résultat potentiel à l'année. Alors, outre bien sûr des remises que vous pouvez avoir, vous avez aussi accès, et ça je tiens à souligner régulièrement, à des vouchers de formation, hein, qui vous permettent d'accéder à des certifications XL directement, que vous passez directement en ligne. Alors, je vais parler un petit peu de l'écosystème au niveau global, et puis je vais prendre la problématique un petit peu à l'envers, hein, pour me rapprocher des problématiques, on va dire, pures d'intégration physique
dans un second temps. Le premier aspect de la sécurité et de la gestion de votre réseau, bien sûr, ça va être le pare-feu. Quand vous déployez un système de vidéoprotection, il faut le penser immédiatement en termes de sécurité. La première sécurité que vous allez mettre en place, ça va être d'isoler votre réseau de vidéoprotection dans un VLAN. Ça va être également de gérer des accès Internet. Et c'est le firewall qui va vous permettre de faire toutes les règles de gestion de la sécurité, que ce soit entre vos réseaux classiques et votre VLAN de vidéoprotection, et également tout ce qui va concerner la liaison entre vos sites, puisqu'on a vu le VMS peut être centralisé et gérer plusieurs sites. Donc la technologie qu'on va utiliser pour cette mise en relation de tous les sites, c'est évidemment IPsec aujourd'hui. Et c'est vraiment le firewall qui va gérer ces aspects de sécurité. Alors, dans la gamme de nos équipements, on a différents équipements qui vont surtout se différencier sur leur capacité de traitement, le type d'interface que vous allez trouver, des interfaces qui vont monter jusqu'au 2,5 gigabits, voire 10 gigabits. Et tous ces équipements ont des ports qui sont complètement versatiles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir quelles sont les interfaces WAN, quelles sont les interfaces LAN, faire des pools d'interfaces WAN pour assurer de la redondance au niveau des accès Internet. Et c'est là que ça pourra être intéressant, par exemple, d'utiliser en backup sur certains de ces WAN des équipements 5G qui permettront de prendre le relais en cas de coupure des accès Internet principaux. Chez Zixel, on a un grand nombre de niveaux de sécurité et la politique qu'on a décidé d'avoir, c'est de s'appuyer sur des hyper spécialistes de chaque secteur. Si je prends un exemple, par exemple anti-malware, notre partenaire actuel, SetGen et Bitdefender, ce sont des acteurs qui ont des dizaines, voire des centaines de millions de devices déployés. Ça nous donne une très bonne réactivité pour réagir aux nouveaux types d'attaques qui pourraient sortir. Bien plus que si on se basait uniquement sur un moteur propriétaire. Un petit mot sur les technologies Wi-Fi. Alors, en vidéoprotection, on va utiliser le Wi-Fi vraiment dans certains cas. Je vais dire, on a vu qu'il y avait une caméra qui pouvait être connectée en Wi-Fi, qui n'est pas forcément la caméra la plus orientée professionnelle, mais ces caméras existent et elles peuvent servir sur certains cas d'usage. Mais également, et je ne sais pas si Ivan vous en a parlé, mais vous pouvez aussi avoir des applications mobiles qui vous permettent d'accéder à vos systèmes de vidéoprotection et d'avoir en direct potentiellement des alertes sur vos mobiles. Chez Zixel, sur nos points d'accès, on accorde une importance très particulière au design du matériel. C'est-à-dire que nos points d'accès vont avoir un design qui est vraiment orienté capacité radio. C'est-à-dire que chaque composant, chaque on va dire, passage de câble, chaque composant va être étudié, va être blindé, va être protégé. Et ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui sur nos points d'accès les plus hauts niveaux de sensibilité d'écoute. Ce qui fait la qualité d'un point d'accès, ce n'est pas uniquement sa capacité à émettre une onde, ça va être aussi sa capacité à écouter très finement les émissions des clients Wi-Fi. Si on prend un cas un peu particulier, comme le projet QPark dont on vous parlait, vous êtes dans un environnement qui est potentiellement très complexe. Vous avez des hauteurs de plafond qui sont basses, vous avez des murs en béton, vous avez potentiellement un grand nombre de moteurs qui démarrent. Un moteur qui démarre, c'est un alternateur qui tourne, c'est une perturbation électromagnétique potentiellement. Et avoir une sensibilité d'écoute très fine, c'est un aspect très important de la qualité du réseau Wi-Fi que vous allez pouvoir avoir. Zixel communique sur cet aspect-là, c'est vrai que tous les constructeurs ne le font pas. Et pour les plus techniques d'entre vous, sachez que
la sensibilité d'écoute sur nos points d'accès tourne aux alentours des moins 100 décibels, alors plus ou moins 100 décibels en sensibilité, ce qui est excellent. Autre point sur lequel dont je voulais vous parler, c'est qu'on a certains points d'accès qui ont une technologie qu'on appelle Smart Antenna. Le Smart Antenna, c'est une technologie qui va, dans les environnements les plus complexes, typiquement parking, les entrepôts aussi, vous permettre d'avoir la meilleure qualité Wi-Fi possible. C'est une technologie propriétaire. Cette technologie, elle est, pour vous expliquer techniquement comment elle fonctionne, c'est globalement, on va avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des patterns d'antenne. Et pour chaque client, le point d'accès va sélectionner le meilleur schéma d'antenne utilisable. Alors, c'est une technologie qui va se supplanter, alors pas se supplanter, qui va se mettre en addition aux technologies Wi-Fi classiques. Hein. Par exemple, le MIMO qu'on trouve et qui a été amélioré notamment sur le Wi-Fi 7. Et ces points d'accès vous donneront d'excellents résultats dans les environnements les plus complexes. Si on prend, par exemple, les entrepôts, vous savez que vous avez des hauteurs sous plafond qui sont très grandes. Vous avez des marchandises qui sont stockées, qui sont tout autant d'obstacles potentiels à l'émission et à la réception des ondes radio. Et le gros avantage de la technologie Smart Antenna, c'est qu'elle n'est pas liée à la capacité du client, en fait. Elle va s'adapter. C'est vraiment une technologie qui appartient au point d'accès et qui va bénéficier à tous les clients Wi-Fi, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur technologie Wi-Fi. Alors, on va parler équipement, on va dire, de commutation, les switches. On a énormément de design de switch différents dans notre gamme. Alors, qu'est-ce qui fait un switch hein, globalement ça va être le nombre de ports, sa capacité d'alimentation PoE, le type de port qui va embarquer, hein, du gigabit, du multi-giga, hein, c'est-à-dire 2,5 gigabits, voire du 10 gigabits. Et puis après, ça va être son niveau, c'est-à-dire le type de fonctionnalité de niveau 2, de niveau 3, qui va être embarqué. Donc ici, dans notre gamme, on va avoir globalement hein, des switches qui vont démarrer à 6, 8 ports, jusqu'à plus de 50 ports. Et on va passer toutes les étapes, bien sûr, du Smart Switch, hein, c'est-à-dire des fonctionnalités basiques de niveau 2, en passant par des fonctionnalités avancées de niveau 2 et des fonctionnalités de niveau 3. Pour ceux à qui ça parle, hein, le niveau 3, on est au niveau IP, on fait du routage à ce niveau-là. On va s'intéresser plus particulièrement à une gamme de switch que nous avons sorti, qui est dédiée vraiment à tout ce qui est déploiement de vidéoprotection, qui est la gamme GS 1350. Alors, sur cette gamme-là, déjà, on a des designs qui vont, on va dire, de 6, 12, 18 et 26 ports. Ce sont des switches gigabits avec un certain nombre de ports de Plink. Hein, vous voyez ici sur le visuel que même le plus petit de ces switches dispose d'un port SFP pour une connexion fibre pour l'instant, potentiellement. Et puis après, vous avez des ports combo, soit Ethernet, soit fibre, pour faire les liaisons, on va dire, interswitch. Tous ces switches sont PoE. On va avoir du PoE avec des budgets de 60, 130, 250 et 375 watts pardon, pour le plus gros, pour le 26 ports. Mais au-delà de ces fonctionnements, on va dire, basiques, on a pensé ces switches pour être vraiment le cœur de la liaison des réseaux de vidéoprotection. Pour ça, on a apporté un certain nombre de fonctionnalités qui sont spécifiquement dédiées. On va dire, en premier lieu, un certain nombre de protections électriques. Hein. On va avoir des protections électriques qui sont augmentées. Alors, pour qu'une protection électrique soit efficace, il faut bien sûr que vos switches soient reliés à la terre. Tous ces switches-là ont une prise de terre qui doit être reliée dans la baie. Alors, on a sorti une vidéo qui peut être très intéressante, que vous pouvez retrouver. Pour vous donner un petit exemple,
Ces switches ont été testés avec des décharges allant jusqu'à 4000 volts sur un port. Et le switch survit et le port survit également. C'est un design qui est propriétaire. Donc l'électronique est vraiment fait pour endurer typiquement, globalement le risque, c'est que vous ayez une caméra positionnée sur l'extérieur d'un bâtiment et qu'elle soit exposée potentiellement à des chocs, on va dire, électromagnétiques ou électriques intenses, et que cet impact-là extérieur ne remonte pas sur votre réseau. Ça, c'est la première chose. Également, on a intégré un certain nombre de fonctionnalités qui sont propres, on va dire, à la gestion des caméras en vidéoprotection. La première capacité, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'extended range. Alors, l'extended range, c'est une fonctionnalité qui doit être compatible également sur la caméra et qui permet de tirer un câble jusqu'à 250 mètres, un câble réseau. Cette fonctionnalité, par contre, elle nécessite une dégradation, on va dire, du débit, et le débit sera dégradé sur 10 mégabits. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on ne va pas trouver généralement sur les caméras qui vont commencer à faire, par exemple, du 4K, ce qui est de plus en plus courant. Pardon. On a également une fonctionnalité. Excusez-moi, je ne voulais pas changer de slide. Voilà, pardon, j'ai un petit peu de latence. Alors, on a une société. Alors, bien sûr, on ne veut pas perdre de vidéo quand on branche une caméra sur un switch. L'autre fonctionnalité qu'on apporte sur ce type de switch, c'est ce qu'on appelle le Continuous Power over Ethernet. Une bonne infrastructure réseau, c'est une infrastructure réseau qui est, on va dire, maintenue. Qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, pour maintenir vos équipements, vous avez besoin de les mettre à jour. Le Continuous PoE, il vous permet tout simplement de faire une mise à jour, par exemple, sur votre switch. Votre switch va avoir besoin de redémarrer. Et l'alimentation PoE, elle ne sera pas coupée et la continuité de transmission sera toujours assurée au niveau du switch. C'est-à-dire que le flux vidéo entre la caméra et son NVR ne sera pas coupé, même si le système du switch, lui, redémarre pour une mise à jour logicielle, par exemple. On a également une fonctionnalité très intéressante qui est ce qu'on appelle l'auto-caméra recovery, alors l'auto-PD recovery plus exactement. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on a implémentée, en fait, globalement, qui vous permet de surveiller l'équipement qui est connecté, qui est alimenté en PoE, et de potentiellement, sur détection de problème, pouvoir redémarrer cet équipement. On sait très bien qu'en vidéoprotection, vous ne pouvez pas vous permettre, au moindre problème, d'aller redémarrer la caméra physiquement, ce qui supposerait potentiellement faire appel à une nacelle, envoyer un technicien sur place ou des choses comme ça, ou ne serait-ce que recevoir l'alerte de dysfonctionnement au bon moment, et suffisamment tôt. Le PD Recovery, lui, il est implémenté à 3 niveaux, c'est-à-dire que vous avez 3 niveaux de configuration de la surveillance de votre équipement alimenté. Un premier niveau qui va se faire, pour les plus techniques d'entre vous, en LLDP, c'est-à-dire sur la couche 2, au niveau du protocole Ethernet. Un autre niveau de surveillance qui va être basé tout simplement sur du ping. Donc là, pardon, on est sur la couche réseau niveau 3, la couche IP. Et on a également dans ces switches directement une implémentation on-vif en fait. Donc le switch va être capable de surveiller les messages on-vif et potentiellement, en cas de problème de communication, va s'apercevoir qu'en fait, il n'y a plus de message. Et là, au niveau on-vif, on est au niveau applicatif. Ça permettrait de détecter qu'une caméra qui aurait toujours un chipset réseau qui fonctionne, par exemple, mais dont le système aurait pu planter, de quand même prendre une action de redémarrage de cet équipement. Plus vous allez monter haut, globalement, dans la couche de surveillance, plus vous allez monter vers la couche applicative, plus vous aurez une surveillance fine de l'équipement. Bien sûr,
la fonctionnalité prévoit que vous puissiez paramétrer des seuils de tolérance sur cette surveillance et que c'est une fois que vous avez dépassé ces seuils de tolérance, vous pouvez prendre l'action de redémarrage de l'équipement. Tout ça va se faire bien sûr de manière automatique et vous en serez informé uniquement au travers des logs ou des alertes. Au niveau du design, c'est aussi intéressant pour les intégrateurs parce qu'on a mis une petite jauge d'alimentation PoE directement en façade. Hein. Donc le switch vous informe où il en est de son budget d'alimentation directement. Je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif. C'est un tableau de débit en fonction des résolutions qui sont utilisées par les caméras. Et j'ai pris comme exemple les codecs de compression H264 et H265. Et je vous rappelle que les caméras Synology sont bien compatibles avec les codecs de compression H265. On voit ici que, alors, ce sont des codecs adaptatifs. Ils vont demander plus de débit, plus il y a globalement, hein, plus il y a de pixels qui bougent dans l'image. Et si vous regardez tout en bas du tableau, on va dire que en 4K, dans des scènes complexes, alors qu'est-ce que c'est qu'une scène complexe, hein, vous mettez une caméra en extérieur, qu'elle filme de la végétation, par exemple, et que c'est un jour de grand vent, globalement, vous avez en permanence tous les pixels de l'image qui bougent, et c'est dans ce type de cas-là que vous aurez besoin du débit maximum. Vous voyez la différence entre le H264, on est jusqu'à 15, voire un peu plus, mégabits par seconde. En H265, on est à 10, globalement. Donc, il y a un gros gain à l'usage de H265. Et ça, c'est à mettre en corrélation avec la capacité d'un port, bien sûr, Ethernet gigabit, qui, lui, va transporter globalement dans les, on va dire, effectifs, 940 mégabits seconde. Donc, sur une liaison des H gigabits, vous pouvez transporter un grand nombre de flux, même en 4K, même en scène complexe. Les switches que je vous ai montrés, hein, on a plusieurs ports de uplink qui sont possibles. Bien sûr, ces ports peuvent être agrégés pour augmenter la bande passante, hein, ce qu'on appelle un lag. Vous multipliez la bande passante générale. Ça va être intéressant pour vos connexions entre switches, on va dire, sur l'infrastructure. Petit schéma typique d'une installation. Hein, donc ici, vous voyez bien que vous avez votre pare-feu qui va gérer potentiellement la sécurité, l'accès Internet, les VPN avec les autres sites, voire le site central qui héberge le DNS, votre déploiement de caméras et votre switch qui potentiellement peut avoir à faire des liaisons longue distance avec des caméras distantes. Donc ici, on a schématisé une liaison à gigabit à 250 mètres, hein, ce qui sont les gros traits gris hachurés. Mais ça, ce n'est pas toujours possible parce que généralement, les caméras 4K ont besoin de plus de 10 mégabits de bande passante pour offrir, on va dire, leur image. Et si elles sont compatibles, on va dire, long range, elles sont obligées de dégrader le signal vidéo. On a un autre équipement dont je tenais à vous parler dans la gamme qui s'appelle le PoE12-3PD pour Power Distribution. Qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est un switch que vous allez lui-même alimenter en PoE, et plus vous allez lui fournir d'alimentation PoE, plus lui va être capable de distribuer de l'alimentation PoE sur ces trois autres ports. Alors globalement, hein, il va accepter du PoE classique, du PoE+, ou du PoE++. Et si vous l'alimentez en PoE, il va être capable de redistribuer 7 watts. Si vous l'alimentez en PoE+, il va pouvoir distribuer 19 watts. Et si vous l'alimentez en PoE++, eh bien, il va être capable de redistribuer jusqu'à 45 watts. Alors, je sais pas, pardon, je reviens juste en arrière, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut également le relier à la terre, hein, cet équipement. Alors, vous avez une prise de mise à la terre qui est possible, qu'il faut faire d'ailleurs, si vous voulez avoir un minimum de protection, parce que c'est un équipement qui est aussi à la norme IP55, hein, contre la poussière et l'humidité, et potentiellement c'est un équipement que vous pouvez exposer
en extérieur dans des cas difficiles. Alors, on a deux cas spécifiques, ça permet de résoudre différents problèmes, cet équipement. Premièrement, potentiellement, pouvoir amener du réseau à plus de 100 mètres avec un câble, puisque vous allez pouvoir faire une alimentation PE de 100 mètres jusqu'au PE12 3PD, et puis lui-même va pouvoir réémettre le signal jusqu'à encore 100 mètres, et potentiellement pour trois types d'équipements qu'il alimenterait lui-même. Donc là, sur le schéma, vous voyez un point d'accès Wi-Fi, une caméra intérieure et une caméra extérieure. Caméra extérieure, vous voyez ici, on a mis ce qu'on appelle des Search Protectors. Ça, c'est un équipement qu'on a également dans notre gamme. Alors, je ne répéterai jamais assez, à partir du moment où vous mettez des équipements en extérieur, vous vous exposez à des chocs électriques. Et ces chocs électriques, il faut les gérer. Il faut éviter qu'ils remontent sur l'ensemble de votre réseau et que potentiellement, il n'y a pas de secret, si vous prenez la foudre et que vous ne mettez pas de protection, vous avez beaucoup d'équipements qui vont griller sur votre réseau. Donc, il faut relier vos switches à la terre. Je vous l'ai dit, on a des protections spécifiques déjà dans ces switches dédiés vidéoprotection, que sont les GS 1350. Vous avez le PO12 que vous pouvez lui-même relier à la terre, qui a un certain niveau de protection déjà lui-même. Et puis, vous avez ces équipements-là qui vous permettent globalement de rediriger les décharges, encore une fois, vers la terre. Alors, il faut une vraie terre. Il faut que ce soit réellement la terre telle qu'elle est prévue, au sens électrique du terme. Il faut qu'une forte décharge électrique puisse être redirigée dans un puits qui, lui, va capter cette surcharge. L'équipement, bien sûr, il est compatible gigabit, il laisse passer le PoE+, le PoE++, sans aucun problème. Petit rappel rapide des normes PoE, le PoE classique 15,4 watts, le PoE+, 30 watts, le PoE++, 60 watts ou 90 watts. En fait, il y a deux types, le type 3 et le type 4 qui existent. Généralement, c'est plutôt du type 3, le type 4, 90 watts étant très peu utilisé aujourd'hui. Une petite note également sur les types de câblage. Le PoE n'a pas de problème à passer les différents types de câblage, même assez anciens, comme le catégorie 5E. Mais sur les nouveaux déploiements, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser du catégorie 6A, qui lui est la norme pleinement compatible jusqu'au 10 gigabits. Sinon, vous aurez des limitations. Par exemple, en catégorie 6, vous ne pourrez faire que 55 mètres de câblage. Également, dans la gamme, on a tous les types de connecteurs GBIC que vous puissiez imaginer. On a du gigabit, du SFP+, 10 gigas, on a du QSFP28 pour les liaisons 25 gigas, et on a même du QSFP28 sur 100 gigas sur certains switches cœur de réseau. Bien sûr, vos switches série 1350 peuvent, eux, être connectés à d'autres switches cœur de réseau avec des débits beaucoup plus importants, notamment sur des boucles locales ou des choses comme ça. Et c'est là que ces modules peuvent être intéressants. Petite note également, toujours en parlant de protection électrique, parce que je vois régulièrement le cas, c'est un petit peu quelque chose qui s'oublie. Lorsque vous faites des installations sur des très larges installations, il est possible que vous rencontriez le cas où vous allez avoir plusieurs compteurs électriques. Qui dit plusieurs compteurs électriques dit plusieurs mises à la terre différentes. Et si vous avez des équipements actifs qui sont directement connectés alors que ces équipements sont sur des compteurs électriques séparés, ce que vous allez créer, ce sont ce qu'on appelle des différences de potentiel. Ces différences de potentiel, elles vont créer des problèmes sur votre réseau. Globalement, vous allez avoir des liaisons qui fonctionnent une fois, arrêtent de fonctionner, vous n'avez presque pas de débit, le débit revient. Enfin, c'est assez difficile à débugger. Et en fait, ça vient des différences de potentiel. N'hésitez pas à isoler les équipements en mettant un brin de fibre entre deux switches qui seraient sur des compteurs électriques séparés. J'ai fini pour ma partie. Alors, je regarderai ou je répondrai peut-être un peu aux questions tout à l'heure. On va parler aussi.
On va parler un petit peu des grossistes, donc pour tous les revendeurs et intégrateurs qui nous suivent. Donc, où est-ce qu'on peut acheter les produits Synology? Où est-ce qu'on peut acheter les produits XL? Alors, côté Synology, on va travailler avec des grossistes assez généralistes, hein, Télésinex, Ingram, Also. Et on travaille également de manière plus spécialisée avec SQP, Pacte Group et MCA, qui sont capables de vous accompagner, notamment sur la gestion des projets. Côté XL, du coup, on a des distributeurs en commun, hein, parce qu'on travaille tous les deux avec MCA, Ingram et Telesinex. Et après, j'imagine qu'il y a aussi des distributeurs qui sont plus orientés vidéoprotection et network, hein, des gens comme ACTN, AllianceCom, Edox, Stantia, Feeder. Donc, dans tous les cas, vous avez une chaîne de distribution qui est plutôt bien fournie des deux côtés. Je vois une question dans le chat. Synology est aussi chez Edox. Oui, on travaille avec Edox, mais en sous-distribution. Ils ne sont pas en direct chez nous. Mais effectivement, on peut retrouver Synology chez d'autres grossistes. On travaille aussi avec ACTN, par exemple, en sous-distribution. Donc, le fait qu'un grossiste ne soit pas forcément listé ici ne veut pas dire qu'il ne va pas vendre les produits Synology. C'est juste vraiment ça les comptes avec lesquels on travaille en direct. Et n'hésitez pas, sinon, si vous avez des questions ou des demandes sur la partie cotation, à nous contacter. On est toujours là pour vous accompagner là-dessus. En parlant de ça, voici d'ailleurs les contacts. Si jamais vous avez besoin, donc côté Synology, on a une adresse générale qui est france@synology.com. Donc si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on vous guide sur un déploiement, ou nous trouvez un grossiste qui vend les produits Synology, n'hésitez pas à nous contacter. Et côté Zixel, donc commercial@zixel.fr, donc n'hésitez pas également à les contacter si vous avez des questions. Je précise, parce que j'ai vu également la question dans le chat, oui, le webinaire sera bien sûr disponible en replay sur la chaîne YouTube de Zixel, hein, donc Zixel Networks France. Donc n'hésitez pas à vous y abonner et à aller voir le replay si jamais vous avez besoin, ou à le partager si vous connaissez des gens qui ont malheureusement pu rater ce webinaire-là. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On va maintenant répondre à quelques questions. Je vais peut-être prendre des questions faciles d'abord, Pierre-Emmanuel, puis je te laisserai répondre à la partie plus XL. Alors, j'ai vu quelques questions sur la couleur des caméras. Alors, malheureusement, on n'a pas de production de caméras de couleur noire prévue pour l'instant. Désolé. Après, on le note, hein, voilà, si vous avez des suggestions, mais bon, c'est vrai que le blanc est quand même la couleur la plus répandue, donc on va continuer pour l'instant sur le blanc. J'ai vu une question sur l'alimentation de la caméra CC400W. Je vous confirme bien que c'est une alimentation 12 volts externe. Donc, elle n'est pas sur batterie, on ne peut pas la connecter en PO. C'est bien une alimentation 12 volts. C'est pour ça qu'elle est plutôt dédiée aux gens qui n'ont pas forcément une grosse infrastructure déjà en place et qui veulent simplement pouvoir brancher la caméra avec un chargeur 12 volts, une alimentation 12 volts très rapidement et pouvoir la connecter en Wi-Fi pour faire de la vidéoprotection. J'ai vu une question également très intéressante de la part de Cédric. Est-ce qu'il est préférable de laisser le traitement IA à la caméra ou plutôt au DVA? Alors, c'est une question intéressante parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Ça va vraiment dépendre des cas. De manière générale, le mieux est de donner la capacité IA à la caméra parce que ça va décharger le serveur qui pourra du coup se focaliser sur la gestion des enregistrements. Mais en faisant ça, ça nécessite bien sûr d'avoir des caméras qui sont compatibles nativement avec les fonctionnalités d'IA. Ce genre de caméra est aussi généralement plus cher et on ne les a pas toujours déployées. Donc Pierre-Emmanuel en parlait, hein, on n'a pas toujours envie de faire venir une nacelle pour redémarrer une caméra. C'est un peu le même cas ici. Hein. Si vous avez déjà des caméras non IA qui sont déployées sur un site, on n'a pas toujours envie de remplacer l'ensemble de son parc juste pour pouvoir bénéficier de certaines fonctionnalités. Donc, s'il y a des caméras qui n'ont pas de fonctionnalité IA, la mise en place d'un DVA permet de mettre à jour l'infrastructure tout en n'ayant pas à aller réinstaller tout. En revanche, si c'est une nouvelle infrastructure, c'est vrai que nous, on va plutôt rediriger vers les fonctionnalités IA des caméras. Je le précise d'ailleurs aussi, hein, on peut faire de la reconnaissance IA sur des caméras d'autres marques. Donc, on a des partenariats commerciaux hein, avec pas mal de gens chez Vivotech, chez Axis, donc pour pouvoir exploiter la reconnaissance IA dans leur caméra et créer des événements et des alertes sur Surveillance Station. Donc, les deux sont possibles, ça va vraiment dépendre de l'approche que vous souhaitez faire. Et enfin, je vois une dernière question là. Peut-on faire des sauvegardes sur C2 avec le DVA? Alors, C2, c'est notre plateforme de sauvegarde cloud. Oui, vous pouvez tout à fait faire de la sauvegarde depuis le DVA sur C2. Je précise que le DVA, même s'il est orienté vidéoprotection, reste un NAS à part entière. Vous avez toutes les mêmes applications que vous allez avoir sur un NAS classique. Cédric, qui du coup nous demande si on a un modèle de caméra sur batterie prévu.
Pour l'instant, non. En tout cas, pas dans un futur très proche. Mais c'est des choses, bien sûr, auxquelles on réfléchit parce qu'il y a effectivement un besoin à ce niveau-là. Je crois que c'est tout pour mon côté. Toutes les questions qu'il y avait sur la partie synologie. Pierre-Emmanuel, je ne sais pas si tu veux adresser des questions. Excel, vas-y. J'ai un petit peu moins de questions pur réseau. Je vais compléter le début de réponse qui a été fait à Lilian concernant les ponts Wi-Fi. Alors oui, nous avons des points d'accès d'extérieur qui permettent de faire des ponts Wi-Fi. Donc il a été précisé quelle dépend la distance du pont Wi-Fi à monter. En Wi-Fi, on est limité par la puissance en fait. Les puissances on a des puissances maximales autorisées c'est régulé par l'ARCEP en l'occurrence. Donc les points d'accès, en fait, ça va dépendre de l'antenne qu'on raccorde au point d'accès. Plus une antenne est directionnelle, plus elle offre du gain, et puis elle permet de concentrer le faisceau. Donc avec des antennes très directionnelles, on va pouvoir franchir plusieurs centaines de mètres sans trop de problèmes, à condition de ne pas avoir d'obstacles et de faire un calibrage précis. Dans la gamme, on a également un équipement qui est prévu pour 2026, qui sera un kit pont, voilà, vendu directement en paire, prévu pour installation extérieure directement. Je vois aussi, je crois que j'ai vu une question sur les switches, j'ai vu une question de Yannick. Sur la série GS1350, est-il possible de raccorder des périphériques standards, ordinateurs, bornes, etc. Oui, bien sûr, les GS1350 sont avant tout des switches. Le standard Ethernet fonctionne pour tout. D'ailleurs, les fonctionnalités dont j'ai parlé peuvent s'appliquer à d'autres choses que de la vidéoprotection, bien sûr, et notamment la fonctionnalité de PD Recovery permet potentiellement de surveiller d'autres types d'équipements et de les redémarrer sur action PE. Mais bien sûr, c'est compatible. Je vois qu'il y a de nouvelles questions. Non, ce sont des remerciements. Voilà, je pense qu'à priori, s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. À nouveau, voilà, s'il y a des questions qu'on n'a pas adressées, vous n'avez pas eu le temps de poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les adresses qui sont indiquées ici. Et on vous remercie bien sûr d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, moi, je vous dis, espérons à la prochaine fois avec Zixel. Merci également à toi, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.